Bonjour chers amis, tout particulièrement bonjour à nos amis de la Guadeloupe qui nous regardent régulièrement, nos amis de la Guyane et puis ceux qui sont un peu plus loin, qui m'appellent, m'envoient des messages. Merci pour tous vos encouragements. Donc aujourd'hui, pour moi c'est un événement parce qu'on va sortir un petit peu des méandres de la médecine habituelle et on va s'adresser à une médecine ancestrale qui est plus vieille que celle que nous pratiquons en Europe, c'est-à-dire ici, et qui est la médecine indienne, appelée plus communément la médecine Ayurveda. Alors pour cela, j'ai demandé à un ami de venir vous voir, venir vous expliquer ce que c'est. Je ne la connais pas très très bien malgré mon apparence d'Indien. Je ne connais pas bien cette médecine parce que j'ai plutôt une formation européenne. Et lui, mon ami qui s'appelle le Pandit Philippe Bulak, il va vous expliquer ce que c'est qu'un bandit. C'est pas bandit, hein, j'ai dit pandit. Pandit, voilà. Philippe Bulak va vous expliquer ce qu'est la médecine ayurvédique et puis il va surtout nous dire comment on devient pandit. Parce que on n'est pas pandit qui veut. Ça demande un certain nombre d'études, d'années et de confirmation par d'autres. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Philippe. Bonjour Marius. Docteur Marius, je vous remercie infiniment de me permettre d'infuser cette belle connaissance à travers toute la population, je dirais de la Terre, hein, parce que vous devez regarder très certainement partout où le signal arrive. Oui, très certainement, nous sommes très flattés. Quand je suis au voyage, je le vois. Wow. Donc c'est quelque chose de sublime pour moi aujourd'hui, de pouvoir présenter cette connaissance scientifique du pays, enfin d'un pays qui est notre origine pour beaucoup de Martiniquais. Oui, quelques-uns que nous connaissons bien. Voilà, et nous ignorons les richesses. Donc, Marius m'a présenté, docteur Marius m'a présenté en tant que pandit. Le pandit, c'est un prêtre, hein, un prêtre qui pratique donc l'hindouisme. Mais la branche que j'ai choisie, c'est la branche brahmanique, c'est-à-dire la branche de non-violence. Pas de consommation de produits carnés, pas de consommation d'œufs, etc. Et non plus, on n'ôte pas la vie à un être vivant. On ne va pas jusqu'à dire qu'on ne peut pas tuer une fourmi. Si la fourmi se trouve sous mes pieds, c'était son karma. Mais là, si je peux l'éviter, je vais l'éviter. Donc, être pandit, c'est d'abord respecter un certain nombre de concepts religieux, hein, on va dire ça comme ça. Et on reçoit donc l'initiation des écritures védiques. Les écritures védiques, ce sont des très vieilles écritures que l'on retrouve qui ont été des écritures qui ont été laissées par les premiers rishis, c'est-à-dire les premiers hommes qui ont reçu cette connaissance par l'oreille, comme ça, qui ont entendu dans l'univers que cela était bon, qu'il fallait faire ceci, comme ça, etc. Donc nous sommes initiés à cela en tant que brahman. Donc on va trouver le brahman qui est un enseignant, carrément. Et puis on va trouver le brahman qui est un enseignant, mais qui est aussi quelqu'un qui pratique les rites religieux. Et à ce moment-là, il prend le nom de pandit. Alors, si je comprends bien, l'Ayurveda s'inscrit dans une démarche religieuse. Alors, parce que l'Ayurveda, on va décliner ça, on va présenter l'Ayurveda. Son origine se trouve donc dans le Veda, plus exactement dans une partie des Védas qui s'appelle Upaveda. Et dans cet Upaveda, on va dire que le Veda est divisé en 40 branches, et dont l'Upaveda en fait partie. Donc les différentes branches sont l'Ayurveda qui s'occupe de la prévention contre les impuretés, l'élimination des impuretés dans la physiologie, maintien de la pureté dans tout le système, le corps, l'esprit et surtout l'environnement. On peut dire qu'on est en bonne santé que quand le corps physique est en bonne santé, le corps mental est en bonne santé, mais aussi l'environnement. C'est très important que l'environnement soit aussi un environnement qui soit pur. Je peux t'interrompre juste une minute. Quelle différence y a-t-il entre la démarche de Brahman et celle qui existe chez nous, que nous avons héritée, puisque la communauté indienne, indienne est arrivée en Martinique. Et quand on te regarde, on voit que nous avons sûrement une ascendance en quelque part. Il y a une ascendance. Oui.
Et l'héritage que nous avons est très très loin de cela, puisqu'il y a des sacrifices d'animaux, Oui. il y a des rituels qui n'ont rien à voir avec le brahmanisme. Non, mais c'est deux courants différents. Et chacun réalise ses vœux, ses souhaits dans l'une ou l'autre branche. D'accord. Ceux qui ont choisi d'être, en fait, on les appelle des pousaris. Et ce ne sont pas des pandites, ce sont des pousaris. Alors, mais au même titre que nous, ils peuvent faire les rites religieux aussi. Tandis que eux, ils ont la possibilité d'utiliser donc les produits carnés, etc. Tandis que le brahmanisme, c'est la branche qui vraiment ahimsa, qui pratique l'ahimsa, c'est-à-dire, comme disait Gandhi, la non-violence, totalement. C'est-à-dire ni tuer, ni manger ce qui a été tué, ce qui était vivant. Donc le pandit arrive à ses connaissances à travers un mouvement religieux. Pas obligatoirement. C'est parce qu'en Inde, la plupart des pandits ont plusieurs formations pour aider les gens. C'est-à-dire ils ont une formation de Jyotish, c'est-à-dire l'astrologie indienne. Il y en a qui ont aussi la formation, pas obligatoirement être médecin ayurvédique, mais enfin ils ont des connaissances ayurvédiques. Ils savent reconnaître une maladie chez quelqu'un. Et parfois ils ont aussi une formation de Stapatya Ved, c'est-à-dire comment vivre dans une maison qui soit en harmonie avec les lois naturelles. Donc, on retrouve il y a des pandits qui n'ont pas cette formation et il y a d'autres qui vont chercher cette formation-là pour mieux aider la population. Donc, ce n'est pas... On peut être dans l'Ayurveda sans être un religieux. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a antinomie entre le fait d'être dans l'Ayurveda et d'avoir une autre religion à côté, comme le catholicisme, le protestantisme? Non, c'est parfaitement en adéquation, oui. Ce n'est pas contre-indiqué. C'est pas du tout contre-indiqué. Au contraire. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, l'Ayurveda, dans ses branches, on peut trouver le Dhanurveda, qui est la science du comportement, parce que ça entre aussi au niveau de la santé, et le Gandharva Veda qui maintient de la pureté dans le domaine entier de la parole. Comment parler, comment dire les choses aux gens, ça aussi c'est quelque chose d'important pour maintenir la santé d'abord dans l'environnement et puis chez la personne à qui on s'adresse. Si vous vous adressez à quelqu'un avec un verbe qui est dur, vous pouvez le rendre malade. Donc ça fait partie de toute la panoplie de l'Ayurveda. Et puis le Stapatya Veda, ce qui maintient la pureté dans le domaine entier du silence, c'est la science de l'architecture védique. Comment construire une maison? Quelle orientation lui donner? Comment disposer les chambres, les différentes pièces à l'intérieur de la maison? Et comment aussi, faut savoir aussi regarder l'écoulement d'eau dans une maison. Ça, c'est très, 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 très important. De quel point cardinal sort l'eau pour aller dans tel autre point. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Donc, tout ça, c'est un petit package que le pandit ou autre personne, une personne civile peut aller très bien faire ça. Mais on doit, disons, encadrer tout ça de façon à régler les problèmes que nous connaissons de ce jour. Alors, si l'installation d'eau est déjà faite, l'installation d'électricité est déjà faite, quelle possibilité y a-t-il? Est-ce qu'il faut tout casser, tout recommencer, déplacer un lavabo, déplacer des... Alors, cela pourrait être, si vraiment ça pose un gros problème de santé dans la maison, il faut réorienter les choses. Et si ce n'est pas possible, les pandits ont de quoi régler ces problèmes. Et ce sont des rituels que l'on fait. Et puis des yantras qui sont des petites pièces métalliques avec une certaine figure géométrique que l'on peut placer à un endroit bien particulier de la maison pour couper les énergies négatives. Parce qu'en fait, ce sont des énergies négatives qui rentrent en trop grand flot dans la maison et qui créent les perturbations. Donc les pandits ont ce savoir de pouvoir couper ces ondes. Donc on n'est pas obligé systématiquement de casser sa maison. Alors, puisqu'on a parlé de Veda, je vais quand même dire un mot du Veda pour que les gens soient au courant de ce qu'on parle. Le Veda se décline en une samhita de 4 ouvrages. Alors, le samhita, c'est un mot sanskrit qui veut dire collection. Mais j'ai gardé le mot parce que je n'aime pas déformer la connaissance que j'ai. Quand je parle, je traîne toujours après moi
les mots primordiaux. Je n'aime pas les transformer en mots occidentaux pour que ça ne se perde pas. Donc la Samhita, c'est une collection d'ouvrages dont le Rig Veda, qui contient les premiers hymnes védiques, qui sont des psaumes. Le Samaveda, qui contient des mélodies védiques, c'est-à-dire que comme le Rig Veda est très monocorde, juste derrière ça, ils ont créé le Samaveda, et Sama veut dire mélodie. Donc on va commencer à créer des mélodies védiques, et qui sont destinées à quelque chose de bien particulier, c'est à ramener le bien-être et la santé au niveau de la personne, au niveau de son esprit, de son mental, de son environnement, etc. Et puis on a le Yajurveda, contenant différents arrangements des rites. Et puis il y a l'Atharva Veda. L'Atharva Veda, c'est le 4e livre du Veda, qui contient des formules sacrificielles de la magie blanche et de la magie noire. Oh là. Oh là. Oui, ça existe. Ça existe. Oui, ça existe. Et c'est dans l'Atharva Veda. D'ailleurs, c'est un livre qui a pris du temps à rejoindre les 3 premiers Védas, parce que les sages ne voulaient pas l'inclure dans les 4 Védas à cause de cette partie de magie noire. Mais la magie noire, c'est pas une magie qui est néfaste. Hein. Il faut savoir pourquoi on l'utilise, comment on l'utilise et pour quelles raisons on va l'utiliser. Donc voilà un petit peu le Veda, comment ça, d'où vient l'Ayurveda. L'Ayurveda vient de tout ça. Donc on voit bien que l'Ayurveda, c'est quelque chose qui englobe l'homme depuis sa création et qui ne va pas se terminer, parce que nous sommes du genre, si je le dis peut-être ça va étonner tout le monde, mais immortel. C'est-à-dire nos corps vont partir, mais notre âme reste et continue son chemin. Donc sur cette explication-là, nous sommes immortels. Comme en général, nous sommes en majorité catholique ici, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à perpétuité. Oui. Je voulais te demander, là, est-ce qu'il y a des médecins indiens que tu connais qui ont une formation occidentale, de médecine pure et dure, et qui aussi pratiquent la médecine d'Ayurveda? Est-ce qu'ils combinent les deux? Comment ça se passe? Alors, pour pouvoir exporter l'Ayurveda, parce que c'est quelque chose qui est resté longtemps enfermé en Inde, et c'était presque perdu même en Inde, quand certains se sont réveillés pour remettre l'Ayurveda. Et au moment où l'Ayurveda se perdait, beaucoup d'Indiens ont fait des études de médecine que l'on connaît, européenne, aux États-Unis particulièrement ou en Angleterre. Et après, ils revenaient en Inde faire le cursus de médecine ayurvédique. Et comme ça, ils avaient le droit de pratiquer les deux. Et ils étaient reconnus, hors de l'Inde, ils étaient reconnus. Mais partir de médecin ayurvédique seulement pour aller en Occident, ce n'était pas accepté. Aujourd'hui, c'est accepté. Un médecin qui n'est pas un médecin traditionnel, qui est un médecin ayurvédique, est reconnu en Europe maintenant. Particulièrement en Angleterre. Oui, particulièrement en Angleterre, l'Allemagne et la Suisse, parce que la Suisse, la sécurité sociale en Suisse rembourse et les visites chez les médecins ayurvédiques. Il existe aussi en Allemagne, dans la forêt noire, il y a une clinique ayurvédique où on fait des hydrothérapies du côlon, on fait des soins particuliers. En Allemagne. En Allemagne, en forêt noire. Alors en France, on a 2 cliniques ayurvédiques. On a une clinique qui se trouve en Normandie, et puis une autre qui se trouve au Mans. Ils ont la clinique de Normandie, ça fait un moment qu'elle est là. Tandis que la clinique qui est au Mans était avant dans les Vosges. Et comme c'est un petit peu loin, ils sont montés près du Mans. Mais aux États-Unis, il y en a quand même, ça commence à avoir. Et ces cliniques donc, sont gérées par des Védias. Et moi personnellement, je vais chaque année soit en Suisse, soit en Inde, faire mes cures. Et on ne prend aucune piqûre. Tout est fait à base de plantes, à base de massage, etc. Donc voilà un petit peu comment on peut accepter donc, cette médecine ayurvédique dans sa vie de tous les jours. Il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger à pouvoir le faire. Donc, je voudrais quand même, le thème de cette émission, donc on va dire que c'est prévention de la maladie, on va dire comment on peut prévenir,
la promotion de la santé, comment on peut faire pour promouvoir la santé, et surtout la longévité, parce que le clou de l'Ayurveda, c'est santé, longévité. Si on se soigne pour être en bonne santé, c'est pour gagner un petit peu de temps dans la vie, c'est pas pour partir tout de suite. Donc, ces deux-là sont indissociables, santé, longévité. Tu es programmé pour 120 ans alors? L'homme est programmé pour 120 ans de vie, minimum. Il peut aller plus loin s'il peut. Mais notre programme de vie, selon l'Ayurveda, c'est 120 ans. Tu as bien dit. Oui, mais je connais quand même un petit peu. Ouais. Ouais. Donc, juste passer en revue un petit peu la jeunesse de l'Ayurveda. Donc, l'Ayurveda, c'est le système traditionnel de médecine naturelle de l'Inde et est vieux de 5000 ans, de plus de 5000 ans. C'est la connaissance de médecine naturelle la plus ancienne, la plus systématique, ça c'est important, et la plus complète du monde. Systématique, ça veut dire qu'on peut reproduire un événement autant de fois que l'on désire et on doit avoir le résultat. Ce n'est plus au niveau du tâtonnement, c'est systématique. Si je fais ça, ça doit me donner ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Le mot Ayurveda vient de deux racines, Ayu qui signifie vie et Veda qui signifie science ou connaissance. Donc l'Ayurveda est donc la science de la vie. L'Ayurveda apporte aux soins médicaux modernes la connaissance la plus ancienne et la plus complète de prévention et de traitement de la maladie, de préservation de la santé et de promotion de la longévité. Ça, c'est le leitmotiv que l'on va trouver régulièrement, longévité, santé et longévité. Les traitements se font sous quelle forme? Alors, un traitement ayurvédique a un nom qui s'appelle Panchakarma. Le mot Panchakarma, la racine c'est Panch qui veut dire 5 et Karma qui veut dire action. C'est-à-dire, on a 5 actions que l'on fait sur le corps humain pour pouvoir le débarrasser des toxines et remettre la vie dans différentes parties du corps. Donc le Panchakarma se décline en plusieurs choses, des traitements, des massages, du nettoyage à l'intérieur, les intestins, etc. Le nez? Le nez, oui, les nasyas, ça s'appelle, et les oreilles, etc., les yeux. Alors le traitement, il est complet. Il s'appelle Panchakarma et c'est un nom universel. Dès qu'on parle de Panchakarma, tous les Indiens savent de quoi il s'agit. Et maintenant, les Martiniquais, les Guyanais sauront. Ils sauront de quoi on parle. de quoi on parle. Donc, ces traitements sont... Les praticiens sont des spécialistes. Au fait, faire du Panchakarma, ce n'est pas simplement apprendre à masser quelqu'un, ni apprendre à lui injecter de l'huile, des choses comme ça. C'est surtout que le praticien lui-même doit être dans un état de conscience supérieur. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il injecte dans le corps du patient ses problèmes. Il doit pouvoir, par des techniques bien spécifiques qu'ils reçoivent, se débarrasser, se détacher de leurs propres problèmes pour travailler de manière neutre sur un corps, pour éviter de transférer leur propre... Ça, c'est pas évident du tout, parce qu'on a tous des problèmes, on traîne toujours des problèmes après soi. On est en train de parler de la psychiatrie de haut vol sans être de la psychiatrie. Oui, mais ils ont des techniques pour ça. Ils ont des techniques pour que quand ils arrivent près d'un corps à masser, ils sont là avec le corps. Ils ne sont plus le corps qui est là avec leurs problèmes, ils sont débarrassés. Et quand on va dans les cliniques, on le ressent. Dès qu'on rentre dans les cliniques, déjà, c'est le silence. C'est le silence. En plus, l'Ayurveda se pratique masculin, féminin. C'est-à-dire, les hommes s'occupent des hommes. Et les femmes s'occupent des femmes. Pourquoi ça? Je pense que c'est justement pour garder cette neutralité. Parce qu'en face d'une femme, on peut ne pas être neutre et l'inverse aussi. Les massages se font nus, avec juste un petit filet sur la partie du sexe, mais les massages sont nus. Donc, dans les vraies cliniques ayurvédiques, homme, femme, et les locaux sont séparés. Très bien. Ouais, donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, il y a, on va rentrer déjà dans
dans ce qui caractérise vraiment l'Ayurveda, c'est un concept central de l'Ayurveda qui est celui des 3 doshas. On va commencer à parler des doshas. Ils sont au nombre de 3 pour l'Ayurveda. C'est le dosha Vata, on va traduire par vent, circulation. Pitta, on va traduire par chaleur, c'est-à-dire l'estomac, la digestion, le cœur, etc. Et Kapha, ou Kapha, pour bien prononcer, c'est Kapha, c'est tout ce qui est structure, la masse du corps, comment je peux expliquer ça, la stabilité de quelque chose. Le Kapha, c'est un petit peu, c'est ça. Quelqu'un qui est bien debout, on peut dire que c'est Kapha, et puis vous voyez quand quelqu'un marche souvent, il flotte. Tangue. Voilà, et ça veut dire qu'il a un manque de Kapha dans le corps. Il est plutôt Vata parce qu'il vacille. D'accord. Voilà, donc la stabilité, c'est surtout le Kapha. Donc, le Vata est responsable de tout mouvement dans la physiologie. Le Pitta est responsable de la production d'énergie et de chaleur, ainsi que de la digestion. Et Kapha, de la substance et de la solidité au niveau de la structure du corps. Les doshas sont les 3 principes métaboliques de base irréductible qui gouvernent le corps, le fonctionnement du corps. Mais alors, pour l'Ayurveda. Ces doshas, il faut qu'ils soient en communion permanente parce qu'il n'y a aucune partie du corps qui soit séparée d'une autre. Tout est en interdépendance. Hein? C'est tout le mal. Effectivement, un corps en équilibre doit avoir ces 3 doshas en équilibre. Très bien, c'est ce que je voulais entendre. Mais ces 3 doshas sont toujours en contradiction par notre mode de vie, par notre façon de penser, par nos sens. Les 5 sens sont capables de dérégler les doshas. Vous regardez un film qui est film de guerre, voilà, les doshas sont déjà déséquilibrés. Vous prenez une odeur qui vous est désagréable, vous voyez quelqu'un que vous n'aimez pas voir, que vous n'auriez pas aimé voir à ce moment-là, les doshas sont déjà déséquilibrés. Mais il y a un système d'autorégulation. Tout de suite, ils vont essayer de se rééquilibrer, ils vont essayer de se remettre en phase. Et parfois, quand le stress est trop fort, l'équilibre n'arrive pas à être maintenu, d'où la maladie. La maladie vient par un déséquilibre de ces 3 doshas. Alors ça peut être une maladie psychique ou physique. Car... Voilà. Donc, avant de parler de ce schéma, je vais continuer sur ce. Les doshas varient en intensité d'une personne à une autre, et de cette variation naissent 10 types psychophysiologiques. Ça commence à devenir un peu compliqué. Là. Oui, l'Ayurveda reconnaît ça. Quel que soit l'individu qu'on prendra au pôle nord ou au pôle sud, alors on doit trouver sa manière d'être, sa nature dans ces 10 types. Et c'est comme ça que l'Ayurveda peut cerner un problème, et puis qu'ils ont aussi, comment je peux dire ça, ils ont des limites de recherche, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il n'y a personne qui se trouvera en dehors de ça, donc ils savent déjà ce qu'il faut faire. Mais est-ce que ces 10 types ne sont pas aussi interdépendants? Je ne sais pas moi. On ne peut pas dire que quelqu'un est comme ça de façon rigide. Elle peut être aussi sous l'influence d'un autre type. Oui. Donc il y a des gens qui sont, il y a les mélanges. C'est selon les mélanges que l'individu va se retrouver dans tel ou tel, on appelle ça prakriti, c'est-à-dire la nature réelle de quelqu'un. Quelqu'un naît avec une nature. Disons que je suis né, j'étais Pitta et Vata, je vais mourir Pitta Vata. Mais dans ma vie, je vais subir des changements dus à mon mode de vie, etc., des déséquilibres, etc. Mais ma nature essentielle, le Védia est capable de la retrouver en prenant le pouls ici. Et il peut me dire que ma nature de base, c'est Pitta Vata. Mais il peut me dire aussi, mais en ce moment, tu as un dérèglement de Pitta, un dérèglement de Vata, un dérèglement de Kapha. Il peut aussi me dire ça. Donc, voilà un petit peu leur outil. Ils ont 3 doigts qui sont leurs outils.
et ils prennent le pouls sur l'avant-bras ici, et pour permettre de faire un diagnostic. Ce qu'on retrouve d'ailleurs en médecine chinoise ou en médecine indo-tibétaine. Oui. Moi, j'ai connu le docteur Kiguna, qui est déjà venu ici, mais que j'ai rencontré aussi en Inde. Et le père, enfin, ils sont père et fils médecins. Et le père, en 3 secondes, il vous dit tout ce qui se passe. Hein. En 3 secondes. Il fait à peine ça et il décline tout ce que vous avez. Puis il vous dit de passer à la pharmacie, on va vous donner les compléments qu'il faut pour régler. À la pharmacie indienne. À la pharmacie indienne, ah oui. La pharmacie indienne, c'est des racines, c'est des voilà. Donc, je disais que notre constitution réelle, notre constitution de base à la naissance s'appelle Prakriti. Chacun de ces 10 types de constitution a des caractéristiques physiques et mentales spécifiques. Les types de constitution sont caractérisés par la dominance de 1 ou de 2 doshas ou bien par le mélange des 3 en proportion égale. Donc, chacun de nous sommes comme une petite confiture de fruits, des goyaves, des mangos, tout ça c'est mélangé, mais à des proportions. Grand-mère a mis plus de mango que de prunes de citer, donc la confiture a un goût plus mango. C'est ça, les doshas. C'est ça notre prakriti. Dans l'Ayurveda, 3 patients différents peuvent avoir 3 traitements différents pour le même problème. C'est pas parce que je suis de même prakriti que toi que j'observe le même problème que toi que j'aurai les mêmes médicaments ou le même traitement. Le traitement, c'est en fonction de ce que le Vidya va observer. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un, oui, j'avais ça, je ressentais ça, tu peux prendre ça. Chaque histoire est différente. Ça ne marche pas. Ça peut marcher, mais ce n'est pas ça. Mais en médecine aussi, c'est comme ça. Hein? Oui. On l'entend souvent. Chaque histoire est différente. Et puis, nous savons que nous sommes des êtres uniques. Oui. Et en tant qu'être unique, nous ne pouvons pas avoir le traitement de quelqu'un d'autre. Même si c'est quelqu'un de la même famille. On entend ça, hein, docteur Matinimal, tel docteur a dit, moi, ça, prends aussi. Ouais. Mais ce n'est pas ça. C'est ça qui se passe d'ailleurs en ce moment pour le chikungunya, où on entend plein de choses différentes. Il y a 1000 remèdes maintenant. Il y a 1000 remèdes maintenant, donc attention. Voilà. Donc, je finis pour... Enfin, je finis pas, je continue. Mais l'Ayurveda offre une approche de la santé sur des milliers d'années d'expérience. Au fait, c'est l'expérience de plus de 5000 ans qui fait que l'Ayurveda est aussi stable. Et ce sont des maîtres qui transmettent cette connaissance. Donc, on ne peut pas dire qu'on prendra un livre et puis qu'on apprendra l'Ayurveda, non. Et c'est transmis par un maître. Aujourd'hui, en Inde, à l'université, c'est enseigné. Au même titre que le Sthapatya Veda, qui est l'architecture, tout ça, toutes ces choses-là sont enseignées à l'université. Donc, il produit des bienfaits secondaires et non des effets secondaires négatifs. C'est un système capable de traiter l'homme comme un tout de façon équilibrée. Bien, je voudrais, si tu as des questions, je vais me poser, mais je voudrais expliquer. Non, je crois que ce que je peux te demander, c'est d'essayer de nous faire, à travers tout ce que tu viens de dire, nous faire une synthèse. Voilà, ben, je fais la synthèse avec le schéma. Le schéma. Bon, ben, on va demander à notre technicien de nous envoyer le schéma, s'il te plaît. Le voilà. Voilà, donc... Merci. Les gens voient... Ah, oui, nous on le voit pas. Donc, aussi en haut, où c'est marqué Atma, Atma en sanskrit, c'est l'âme. Et tout en bas du schéma, c'est marqué les 7 dhatus. Ce sont la fin de la constitution humaine. Les dhatus, ce sont les 7 tissus du corps, en passant par les os, la moelle, et puis les 2 choses qui permettent de retransmettre la vie, c'est-à-dire les ovules et les spermatozoïdes. Ce sont les tissus les plus intelligents du corps, puisque ça contient tout ce que le corps est. La vie. Pour retraduire la vie. Voilà. Donc, pourquoi on dit que l'Ayurveda s'occupe de tout? Eh bien, à partir dans la conception de l'Ayurveda, l'âme est quelque chose de très important. Tout à fait en haut, on descend à un niveau qui est marqué Prakriti, la zone jaune. Et c'est là qu'on commence à avoir
notre constitution. La prakriti, c'est la nature de quelqu'un. Mais juste à ce niveau, il y a un point d'équilibre. Et quand vous regardez, c'est marqué les gunas. Alors c'est là que la chose commence. Les gunas, ce sont pour l'Ayurveda, ce sont 3 forces de la nature. Ils appellent ça des humeurs aussi. Sattva, ce qui est doux, et Raja et Tamas. Les 3 vont déterminer, on va dire, une conséquence de la prakriti. Et ça va se diviser donc, dans ces 3 formes-là. Et à côté, c'est marqué Maya. Alors là, on commence à entrer dans ce qui est matériel. Ce qui est matériel, c'est déjà ce qui peut mourir. Donc Maya, c'est l'illusion, c'est ce que nous voyons, mais qui ne va pas exister demain. À partir de cela, ces forces vont continuer, puisque le principe même de la vie, c'est de pouvoir aboutir à quelque chose de matériel, c'est-à-dire une vie qui l'âme n'est pas vue, mais son but, c'est de créer quelque chose, de trouver quelque chose de matériel pour s'exprimer. Donc on va rentrer dans une partie du schéma qui est marqué dosha mentaux. Et ça, c'est au niveau de la conscience. Ça ne se voit pas déjà là. À ce niveau, les doshas sont déjà là, c'est-à-dire les 3 principes sont déjà là, mais de manière non visible. Et qui vont continuer à évoluer jusqu'à créer ce qu'on appelle le Rishi Devata Chandas, que je ne vais pas développer ici, c'est un petit peu ardu, mais je vais descendre jusqu'au dosha physique, Vata, Pitta, Kapha. Et l'Ayurveda, c'est ce petit schéma qui peut tout expliquer au niveau de cette conception, la conception de cette médecine. On va chercher l'infrastructure qui est malade. Quand on est malade, vous arrivez chez votre médecin, vous avez un cancer. OK. Le médecin traditionnel fera les examens, etc. Vous arrivez chez un Védia, il va vous écouter parler et il va surtout écouter votre silence. Et c'est à partir de là qu'il va commencer à faire le diagnostic. Il va repartir depuis l'âme jusqu'au dhatu pour décliner son... Rien qu'en écoutant. Oui. Ils n'ont aucun appareil. Il va prendre le pouls ici, il va vous écouter parler, il va écouter les silences, etc. Et c'est à partir de cela qu'il va commencer à faire son diagnostic. Et c'est pour ça qu'en Ayurveda, on dit que le patient est pris en compte totalement. C'est-à-dire, depuis son âme jusqu'à la peau, le dernier des datus visibles, la peau, il est pris en compte. Mais c'est un super médecin, alors là, parce qu'en médecine européenne, on est obligé de séparer les choses. Parce que ça fait tellement de connaissances. Ça veut dire qu'un médecin indien, c'est un super médecin avec beaucoup de connaissances qu'un Européen ne pourrait pas assimiler, ça veut dire. Au fait, ils ne sont pas... Non. Non, parce que quand tu me dis qu'ils sont capables d'aborder le patient depuis son âme jusqu'à la peau, je le comprends, je le conçois. Oui. En revanche, dans une démarche européenne, ça nous paraît assez incroyable parce que la médecine européenne n'a pas encore réussi à faire une synthèse de tout ça, puisqu'il y a des spécialités. Voilà. Et il y a des spécialités. Voilà. Et une en particulier, c'est la psychiatrie et la psychologie pour pouvoir comprendre le médecin. Le patient. Parce que les médecins généralistes n'ont pas de formation, ou si une formation, elle est toute petite comme ça, ils ont appris à écouter le patient. D'accord. Et encore dans certaines limites. Tandis que le médecin indien est capable d'écouter le patient, de ressentir son âme, les douleurs qu'il a. C'est incroyable. C'est les 3 poux, parce que les 3 poux, c'est, on va dire, c'est ce qui traduit le fonctionnement du corps. Tout le fonctionnement du corps passe par là. Donc, quand il écoute les 3 poux, il sait de quoi vous souffrez. Et toutes les maladies, c'est comme si vous aviez une maison qui a une mauvaise fondation. Même si la structure est costaud, la maison peut s'écrouler à n'importe quel moment. Tout simplement parce que l'infrastructure n'est pas...
Et ça, c'est le schéma que j'ai montré, c'est ça l'infrastructure du corps humain. Si quelque chose ne va pas à ce niveau-là, même si ce n'est pas encore ressenti physiquement par le patient, peut-être qu'il ne sait même pas il va avoir son VDA, il ne sait même pas qu'il est malade, on va lui dire, attention, telle maladie arrive. Et ça, c'est sur l'écoute du pouls et l'écoute de l'infrastructure. On sait que les doshas commencent à se chamailler, donc une maladie va venir. Et on sait quelle maladie, parce que chaque type de dosha génère un certain nombre de maladies. Si vous avez la toux, par exemple, la toux c'est un dérèglement de kapha, l'une des humeurs, kapha. Et si vous avez des problèmes d'estomac, de digestion, on sait que c'est pitta. Si vous avez des problèmes de mémoire, où vous êtes nerveux, où vous parlez très vite, vous parlez en flot, vous bégayez, on sait que c'est vata. Donc on va traiter ce problème-là. On ne va pas aller chercher quel organe, mais on va chercher comment rétablir l'équilibre dans les doshas. Au fait, l'Ayurveda, c'est toujours chercher à rééquilibrer les doshas. Alors quand tout à l'heure tu disais que souvent le patient, quand il va voir le médecin indien, il ne sait pas qu'il est déjà malade, ça rappelle un discours que un confrère et moi et d'autres tenons en ce moment, pour que ça s'entende. Il y a des états de maladie, c'est ceux qui sont révélés, c'est que quand tu es cagou, tu es malade. Ça se voit. Ça se voit. Et puis il y a des gens qui sont en très bonne santé, ça ce sont les deux extrêmes, et entre-temps au milieu, il y a des états intermédiaires de santé. Et ces états intermédiaires de santé ne peuvent être perçus que par deux choses. Alors moi jusqu'à présent, je disais qu'ils ne peuvent être perçus que par une analyse sanguine particulière, qui n'est pas une analyse de la sécurité sociale. La sécurité sociale voit la maladie, pas les intermédiaires. Et là, tu es en train de me dire que le médecin indien est capable d'interpréter, je pourrais appeler ça, du silence. Le silence du patient. Voilà. Et le silence des organes. Oui, ça dit tout. Ça dit tout. Oui, ça dit tout parce que chaque organe a un rythme et le rythme se traduit dans les pouls. Et il est capable de vous dire, vous aurez un problème au niveau de votre cœur parce qu'il pressent ça au niveau des impulsions. Alors, je ne peux pas montrer les impulsions ici, ça peut être notre voyage, mais j'ai fait le cours, j'ai fait un cours de médecine ayurvédique pour moi-même et pour ma famille. Je ne suis pas capable et je n'ai pas le droit de pratiquer pour les autres. Mais c'est vrai que quand on apprend à prendre le pouls, c'est très curieux d'entendre son corps. Et ça fait beaucoup de bruit. Alors ça n'a rien à voir avec le pouls de médecine occidentale. Hein, non. Parce que le pouls de médecine occidentale se prend le long du pouce, là, avec un seul doigt, tandis qu'en médecine orientale, en médecine indo-tibétaine, comme en médecine chinoise en particulier, on prend le pouls avec 3 doigts. 3 doigts, Vata, Pitta, Kapha, et les 3 points sont ici, Vata, Pitta, Kapha. Et on les tient pour les hommes sur le bras droit et pour les femmes sur le bras gauche. Voilà. Donc, alors, pourquoi tombons-nous malades, Je vais essayer d'expliquer pourquoi les gens tombent malades. Un système qui s'éloigne de sa source se pollue. Ça veut dire que dans le petit schéma, il a déjà disparu. Dans le petit schéma, le Vata, le Sattva, Rajas et Tamas sont déjà purs et sont en équilibre. Mais comme ça va se décliner au fur et à mesure, ça va aller vers quelque chose, ça va s'éloigner de la source, ça va ramasser un petit peu de pollution. Et si le patient, parce que la médecine ayurvédique, attention, n'était pas destinée au début à soigner, mais à prévenir, donc si le patient n'a pas fait la prévention, les doshas vont rester déséquilibrés et la maladie va s'installer. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours entrer dans et songer que c'est la prévention qui fait que c'est intéressant ce que tu dis là. En fait, l'intention première d'Ayurveda, c'était de la prévention. C'est de la prévention. Le mode de vie en particulier. La façon de se nourrir. La façon de vivre, de parler. La façon de parler. De dire les choses doucement, pas trop fort. D'utiliser ses sens. Voilà. Avec calme et tranquillité. Parce que les sens sont en relation avec l'esprit, ils disent, et l'esprit est en relation avec ce qu'on appelle l'intellect, qui est quelque chose de plus bas, de plus fin, de plus subtil que l'esprit. Et c'est cet intellect qui est le filtre. Si l'intellect n'est pas finement déployé, on va laisser passer n'importe quoi. Et qui va atteindre le corps au plus profond. Et entendre quelque chose, effectivement, voir quelque chose, ou dire quelque chose, toucher quelque chose, peut rendre malade, effectivement. Donc
Le filtre est là pour ça. Le filtre est là, mais quand le filtre fonctionne bien, s'il ne fonctionne pas bien, la maladie va s'installer. C'est intéressant parce que on prend le cas à la Martinique où on parle beaucoup de sorcellerie, de quimbois. Oui. Souvent c'est un empoisonnement mental. Ça commence par là. Ça commence comme ça. Oui. Voilà. Et ça se voit bien parce que ça va s'injecter dans le corps physique petit à petit. Je me souviens une fois, j'ai vu une amie qui était naturopathe et qui m'a dit Philippe, dans quelque temps, tu seras malade, tu auras un problème au niveau de ton foie. Alors je lui ai dit, tiens, c'est bizarre, je fonctionne bien. Et un mois après, j'ai été malade du foie. Et elle me dit, mais parce que ce n'était pas encore arrivé dans ton corps charnel, mais je sais que c'était là. C'était dans le corps énergétique. C'était le corps énergétique, ça s'est transféré. C'est pas inscrit dans l'organe. Voilà. Et là, ça s'inscrit dans l'organe. Et c'est vrai. Donc, je disais, un système qui s'éloigne de sa source se pollue. C'est pourquoi le mot dosha veut dire impureté. Dosha, ça veut dire impureté. Mais c'est passé dans un langage un petit peu trivial où on dit dosha, et équilibre, etc. Le dosha, c'est parce que ce n'est plus guna. Les gunas sont déjà en équilibre. Dès que ça prend le nom de dosha, ça veut dire que c'est déjà déséquilibré. Dosha veut dire équilibre. Donc on a les doshas mentaux et après on a les doshas physiques. Et là, on souffre un dosha physique, on a mal, on a la fièvre, on a des boutons, on a autre chose, ça se voit. Ça se voit. Et donc, ça veut dire impureté parce que ces différents éléments, vata, pitta et kapha, s'éloignent de la source dont ils sont la conséquence. Ils sont la conséquence des gunas, et comme ça s'éloigne de la source, EDF nous transmet du courant, mais à certains endroits, on voit qu'il y a des transformateurs. Pourquoi? Parce qu'il arrive un moment où le courant va s'affaiblir, donc il faut le régénérer. Le corps humain, c'est exactement la même chose au niveau des doshas. Les doshas vont s'éloigner, si on ne les régénère pas, eh bien, ça va partir comment je peux dire ça, en vrille, et des fois, les gens peuvent tomber dans des maladies dites aiguës. Mais en fait, la vie nous éloigne tout le temps de la source. Absolument. Le chemin de vie que nous avons chacun, en fonction de nos activités, des rencontres, nous éloigne de la source. Oui, absolument. Alors, le travail aussi nous éloigne de la source. Je vais te poser une question. Oui. Comment toi, tu interprètes, en ce moment à la Martinique, en Guadeloupe aussi, nous avons une épidémie avec un virus qui s'appelle le chikungunya. Chikungunya qu'on connaît depuis très longtemps, depuis 1954, en particulier en Afrique et sur les bords de la Méditerranée. Alors la Réunion a été touchée un peu plus tôt que nous, ensuite c'était le sud de la France, et en ce moment, le chikungunya sévit chez nous. Alors on entend tout et n'importe quoi. Donc, il s'agit d'un virus. Un virus, il est dans le corps, il prend le temps de faire ce qu'il a à faire, et à un moment il s'en va. Alors chez certaines personnes, il peut prendre un peu plus de temps. Mais on ne peut pas l'éliminer. Tout ce qu'on peut faire, c'est prendre des médicaments, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, ou des compléments, ou des tisanes, ou je ne sais trop quoi, pour les gens qui connaissent, de façon à atténuer les conséquences de ce virus. Douleur articulaire. Mais on ne peut pas se débarrasser d'un virus quand lui n'a pas décidé de partir. Alors, il y a un bruit qui court, ça fait traîner de poudre un peu partout, c'est qu'il faut prendre du chlorure de magnésium. Sous prétexte que le chlorure de magnésium va emmener les gens à la selle, et on va se vider l'intestin, et en se vidant l'intestin, on va éliminer le virus. Le virus n'est pas dans l'intestin spécialement, il est dans le sang. Il est dans le sang. Donc, vouloir se vider l'intestin ne repose sur rien du tout. Non. C'est même une insulte à notre intelligence de penser que le virus a décidé d'aller se loger dans... Or, on continue à avoir des douleurs articulaires, on trouve là avoir des douleurs musculaires. Le virus est dans le sang, pas dans l'intestin. Pas dans l'intestin. Il est sûrement dans l'intestin un petit peu, mais c'est pas évident. Mais c'est pas évident, voilà. Donc, chlorure de magnésium à oublier. Alors, il y a des gens qui se posent plein d'autres questions en disant, est-ce que tu crois que c'est un virus? Oui, c'est un virus qui est transporté par un vecteur qui est un moustique. Comment le pandit que tu es interprète tout ça? Alors, chikungunya, j'ai longtemps... je l'ai moi-même attrapé, et ça a duré, ça m'a pas bouleversé comme la plupart des gens parce que mon corps a répondu. Mais j'ai fait l'expérience, c'est ça ce qui me permet de parler maintenant de ça. C'est un phénomène, c'est un déséquilibre de pitta
et un déséquilibre de Vata. Alors, rappelle. Alors, le Pitta, c'est ce qui est chaud, donc la fièvre et les éruptions cutanées que les gens ont. Et le Vata, c'est les douleurs articulaires. Le Vata, c'est quelque chose qui prend des toxines et qui les dépose là où il ne peut plus passer. Et Vata est bloqué ici, eh ben, il va lâcher les toxines ici et vous aurez des douleurs. Donc, c'est un phénomène de dérèglement de ces deux doshas, Pitta, Vata. Donc, il faut les soigner de cette manière-là, c'est-à-dire, comme je te dis, on ne peut pas, comme tu viens de le dire, c'est pas le chlorure de magnésium qui va débarrasser, parce qu'il faut rassembler, en Ayurveda, on rassemble les toxines et on les élimine. Mais on ne les élimine pas si on ne sait pas où elles se trouvent. Donc d'abord, il y a un traitement qui collecte les toxines, qui les ramène vers un lieu, et ce lieu, c'est l'intestin, et après, on va s'en débarrasser. Mais si vous commencez par vous débarrasser de quelque chose qui n'est pas là, donc ce n'est pas des toxines que vous... Surtout que je rappelle que l'intestin, les téléspectateurs de Zouk TV connaissent mon amour particulier pour l'intestin, c'est 80% de votre immunité. Donc si jamais vous utilisez du chlorure de magnésium, vous allez bousculer votre intestin pour rien du tout et vous allez diminuer votre immunité et ça va du tout arranger votre affaire au niveau du chikungunya. Non, le chikungunya, effectivement, la nature m'a permis de passer par là et j'ai fini par comprendre que c'est un déséquilibre des deux doshas, Pitta, Vata. Les gens souffrent de douleurs articulaires, de fièvre, d'éruptions cutanées et la peau qui commence à s'en aller, etc. Donc, voilà un petit peu. Donc, je laisse continuer. J'expliquais tout à l'heure que la santé, pour avoir une bonne santé, il faut que ça soit dans les 4 mouvements dont on a parlé tout à l'heure, qui viennent des Upanishads. Et le corps humain pour le Vedya est composé de quoi? De 8 éléments. 8 éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace, on a de l'espace dans le corps, l'ego qui est celui que l'on connaît, super développé en général, l'esprit et l'intellect dont je parlais tout à l'heure. Ces 3 derniers, c'est-à-dire l'ego, l'esprit et l'intellect, sont des éléments très subtils. On ne peut pas les voir et on ne peut pas dire qu'on a un médicament spécifique pour ça, mais ces 3-là rentrent en équilibre dans la manière, dans le comportement. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui regarde des films de guerre tout le temps? Est-ce que c'est quelqu'un qui regarde des choses violentes tout le temps? Est-ce que c'est quelqu'un qui dit du mal tout le temps des autres et qui n'arrive pas à contrôler son verbe? Alors, ces 3-là sont très endommagés quand quelqu'un adopte ce genre de comportement. Donc, Martinique, il y a beaucoup de gens concernés là. Oui, tout le monde est concerné. Alors, pour l'Ayurveda encore, qu'est-ce qui fait un individu? Eh bien, tu as d'abord à la naissance le karma personnel. Le karma, ça veut dire la somme d'actions, la somme alors, le karma négatif et karma positif. Hein, c'est selon ce que tu aurais fait dans une vie, tu reviens. Donc, c'est ça le karma personnel. Alors, pour tous les spectateurs, le karma, c'est pour ceux qui croient à la réincarnation. Ceux qui croient à la réincarnation, mais le mot veut dire action. Ce n'est pas, bon, on ne peut pas dire que c'est vraiment dans... je fais ça, c'est un karma, c'est une action. Non, mais celui dont tu parles. Celui dont je parle, c'est la somme de ces choses qu'on aurait faites dans une autre vie. Voilà. Et on revient avec. Donc c'est ça le karma personnel. Et ce karma personnel, il vient s'ajouter au karma familial. C'est-à-dire vous naissez dans une famille qui vous permet de développer vos qualités de voleur ou de cambrioleur. Ça, c'est un karma familial. Et puis, on a le karma national. Et on le comprend bien, le karma national, ceux qui sont en Syrie maintenant, ceux qui sont dans les pays en guerre, ils n'ont pas le même karma national que nous. Ici, nous sommes au soleil, et c'est vrai que ces 2 karmas-là sont loin d'être semblables. Ce qui m'inquiète quand même quand tu dis ça, la nation syrienne, c'est pas vieux. Non. Donc, comment on peut avoir un karma aussi Parce que les âmes, les individus sont des âmes.
l'âme choisit le corps qu'il a envie de choisir n'importe où sur la planète. Donc là, ils se sont rassemblés. Hein. Aujourd'hui, je suis ici. Ouais. Dans une autre vie, je peux être au pôle Nord. D'accord. Non, c'est-à-dire que ce qui se passe là en Irak, ça veut dire que toutes les âmes qui avaient des antécédents de guerre se sont retrouvées là. Un karma collectif. Un karma collectif. Voilà. Donc, ça. Nous sommes des privilégiés là, alors. Presque. Presque. Parce que vivre dans un pays en guerre, surtout quand on est malade, quand je regarde la télé, quand je vois ça, c'est vrai, ça me fait souffrir. Hein, quand je regarde ça, je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour être comme ça? Mais ils ont fait quelque chose. Ce n'est pas. Mais bon, nous avons. Il faut comprendre une chose, c'est que celui qui vient sur la terre et qui a un bon karma, son devoir, c'est d'aider les autres. S'il ne le fait pas, dans une autre vie, il se retrouvera dans une situation où personne ne pourra l'aider. Il vient pour récolter son bon karma, mais il vient aussi pour aider les autres. Il n'est pas là pour jouir de tout ce qu'il y a de bon et puis dire, bon, ben, c'est là, bon, nous ne tu peux dire. Et c'est là où on se trompe. Et quand quelqu'un a une bonne vie sur cette terre, eh ben, il faut absolument qu'il s'occupe de ceux qui ont une moins bonne vie. Et ça, c'est là. Philippe, tu sais que le temps passe vite là. Hein, oui. Et qu'on est au bout. Alors, tu sais très bien que tu vas revenir, tu as encore plein de choses à nous raconter. Oui, après on va rentrer dans des détails. Oui, oui. Non, mais là, malheureusement, le temps est parti, est arrivé. Donc, je vais te remercier. Et puis, une question que je voulais te poser. Tu as un point rouge au niveau du front, au milieu entre tes sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mon appartenance à l'hindouisme, mon appartenance pas spécialement dans les... Au brahmanisme. Au brahmanisme, hein, non, c'est pas spécifique au brahmanisme. Alors, il y a quelques séries indiennes qui passent. On voit des femmes aussi avec un point rouge. Oui, alors les femmes portent le point rouge. Les adultes en général portent un point rouge. Ça dépend encore. Hein. Certains, c'est pas le point, c'est des traces, etc. Et les femmes qui sont mariées portent un trait rouge. Ça s'appelle du sindhu. C'est une poudre rouge qu'ils mettent pour signifier qu'elles sont mariées. Elles sont mariées. Voilà. Alors, je vais juste, avant de nous quitter, proposer ce livre-là à ceux, mais je ne sais pas si c'est en réédition, peut-être qu'il faut chercher sur Internet, hein, c'est Passeport pour l'immortalité, c'est un très 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 beau livre. Ensuite, La santé parfaite, qui est écrit par un médecin indien, mais qui n'avait pas connu l'Ayurveda quand il était médecin, et qui est devenu un médecin ayurvédique et qui a une clinique à Los Angeles maintenant. Et il a été reconverti dans sa propre médecine. Deepak Chopra, qui est bien connu maintenant. Chopra, et le livre encore de Chopra, Vivre la santé. C'est lui qui a écrit un livre qui a fait fureur à l'époque, il y a 20 ans, j'ai lu ça, c'est la médecine quantique. La médecine quantique, oui, c'est lui qui a écrit ce livre-là, c'est Dr Deepak Chopra. Deepak Chopra. Ouais. Donc, je vais juste dire une petite phrase qui me tient à cœur de dire. Je t'en prie. Le corps n'est qu'une offrande matérielle des lois naturelles. Ce sont les lois naturelles qui font que nous sommes ce que nous sommes en corps physique. Si les lois naturelles ne sont pas là, nous ne serions pas là. Voilà. Merci beaucoup, Pandit Philippe Dulac. Merci à mon ami Philippe. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et j'ai un Facebook pour les questions s'ils veulent me contacter. C'est lave.dulac. Non, lave.padulac. Pardon. Padulac, P-A-T. Oui. P-A-D-U-L-A-C. Voilà. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Beaucoup. Bye bye. Au revoir.